C'est une masterclass. C'est l'information du lundi 30 mars 2026. Il n'y a pas besoin d'être chrétien, juste écouter son message. C'est une bombe. Le pape François lâche une bombe sur Trump et Netanyahou. Le Vatican brise le silence avec une violence rare. Écoutez bien son message, mais avant ça, partage et abonne-toi. Dieu n'écoute pas les prières de ceux qui font la guerre. Ça c'est dit et c'est refait et c'est encore dit. Et j'ai encore envie de vous le dire, Dieu n'écoute pas les prières de ceux qui font la guerre. Merci, merci et encore merci. C'est une attaque frontale qui vise directement les politiques de Donald Trump et de Benjamin Netanyahou. Le pape retire son aval spirituel. Et c'est un séisme diplomatique. La foi peut-elle justifier une guerre? La réponse du pape est sans appel. Non, non et non. Le totem d'immunité sur le retour du Messie ou le retour de la Terre Sainte, c'est du pipeau. Tout ça pour légitimer un massacre, un géno. Oui, c'est une vérité, il faut la partager, il faut me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et on s'abonne pour ne pas louper la prochaine info et la vérité, rien que la vérité. Si tu ne comprends pas ce qui se passe dans le monde, eh bien je vais te l'expliquer d'une manière très simple, d'un point de vue religieux. Et oui, parce que sur Terre, on est environ 8 milliards d'êtres humains, et parmi ces 8 milliards, eh bien environ 2,5 milliards sont chrétiens, et environ 2 milliards sont musulmans, sans même prendre en compte les conversions parce qu'il y en a énormément. Et il y a environ 16 millions de juifs. Et là où il y a le plus de juifs, c'est en terre occupée de Palestine, et aux États-Unis. Et juste dans ces deux endroits-là, eh bien, c'est 85% de tous les juifs du monde. Et la France est la 3e communauté juive mondiale. Ça, c'est souvent une surprise pour beaucoup. Et je n'ai pas mentionné les gens sans religion, ou les hindous et les bouddhistes, parce que les conflits qu'il y a dans le monde en ce moment ont un rapport avec les religions monothéistes. Cette vidéo est à titre éducatif, et donc que tu crois en Dieu ou non, que tu aies une religion ou non, eh bien tu es quand même un être humain sur cette terre. Et donc cette vidéo, elle peut être utile, pour que tu comprennes mieux ce qui se passe dans le monde dans lequel tu vis. Pour comprendre pourquoi il y a énormément de conflits au Moyen-Orient, sans même parler d'argent, de pétrole ou de politique ou quoi que ce soit, en restant concentré sur le sujet de la religion, eh bien il faut comprendre le sujet du Messie. Tout d'abord du côté des chrétiens. Aujourd'hui, la majorité des chrétiens croient en la Trinité, et bien sûr, ils croient en Jésus, paix soit sur lui. Et pour la majorité des chrétiens, eh bien Jésus est Dieu. Et il y a environ 2000 ans, Jésus est né. Et dans le christianisme, Jésus, paix soit sur lui, est également le Messie. Et ils disent Jésus-Christ parce que Christ, ça veut dire le Messie. Le mot Christ vient du grec Christos, qui est lui-même la traduction du mot Mashiach en hébreu. Et donc en français, Messie. Et le Messie, c'est celui que Dieu a choisi pour revenir vers la fin des temps, pour combattre le faux Messie, combattre l'antéchrist. Et en islam, il y a cette notion d'antéchrist également, de faux messie, et il s'appelle le Dajjal. Et du coup, ça c'est la partie du christianisme. Ensuite, on a le côté de l'islam, où les musulmans sont également d'accord qu'il y a environ 2000 ans, Jésus est né. Et Jésus, paix soit sur lui, est une figure très respectée en islam. La seule différence, c'est que les musulmans ne croient pas que Jésus est Dieu. En islam, on respecte Jésus, on sait qu'il est un prophète, et on sait également qu'il est le Messie. Donc on n'a pas de problème à dire Jésus-Christ, parce que ça veut dire Jésus le Messie. On sait qu'il a été envoyé par Dieu, par Allah, pour appeler les gens sur le droit chemin. La seule différence, c'est qu'on ne le prend pas pour divinité. Maintenant, le point commun du coup du Messie dans le christianisme et dans l'islam, c'est que les chrétiens et les musulmans savent que Jésus reviendra. Dans les deux religions, on est d'accord que ça va être Jésus qui va revenir pour combattre et vaincre l'antéchrist, le faux messie, le Dajjal. Et pour les chrétiens comme les musulmans, eh bien ça sera l'approche de la fin des temps lorsque cet événement arrivera. Maintenant, ce qui est très différent, c'est du côté du judaïsme. Pour les juifs, le Messie n'est pas encore arrivé. Parce que pour les juifs, Jésus n'est ni un prophète, ni le Messie. Donc pour eux, il y a 2000 ans environ, oui, Jésus est né, mais pour eux, ça n'est pas le Messie, ni un prophète envoyé par Dieu. Ils rejettent cela. Et dans leur texte rabbinique, le Talmud, qui n'a d'ailleurs rien à voir avec la Torah, eh bien, le Talmud contient à son égard des propos extrêmement sévères. Il calomnie Jésus, il calomnie la mère de Jésus, Marie,
qui est en islam et dans le christianisme une femme honorée. Mais pour les juifs qui suivent le Talmud, eh bien c'est tout le contraire. Ils l'insultent, ils se moquent d'elle, ils parlent mal d'elle et de Jésus. Et d'ailleurs dans le Talmud, ils disent que Jésus est en ce moment même en train de nager dans ses propres excréments en enfer. Ce qui est complètement faux, et on rejette cela en islam et dans le christianisme. Mais c'est la croyance des rabbins juifs qui suivent le Talmud. Et donc, pourquoi est-ce qu'il y a autant de conflits au Moyen-Orient? Pourquoi est-ce que les Israéliens occupent la Palestine? C'est parce que pour eux, leur Messie arrivera sur cette terre, en terre de Palestine. Et dans leur croyance, tant que leur troisième temple n'a pas été reconstruit, troisième temple qui se trouve en Palestine, à Jérusalem, qui est actuellement la mosquée Al-Aqsa, tant que cela n'est pas détruit et reconstruit en tant qu'un troisième temple juif, eh bien leur Messie n'arrivera pas. Donc tu as les chrétiens et les musulmans qui sont d'accord que Jésus est le Messie et que Jésus reviendra en terre de Palestine vers la fin des temps pour combattre le faux Messie, l'antéchrist, le Dajjal. Et de l'autre côté, tu as les juifs qui, eux, ne croient absolument pas que Jésus est le Messie. Ils pensent que le Messie n'est encore jamais arrivé sur terre et que du coup, pour eux, le vrai Messie arrivera en terre de Palestine lorsque la mosquée sera détruite et que leur temple sera reconstruit à Jérusalem. Le problème, c'est que ce Messie que les Juifs attendent, c'est le faux Messie, mais ils vont le prendre pour le vrai Messie. Mais du coup, qu'est-ce que les États-Unis ont à faire avec tout cela? Eh bien, aux États-Unis, il y a une partie des chrétiens qui sont des chrétiens évangéliques sionistes. Et ces gens-là veulent que la fin des temps arrive parce qu'ils veulent le retour du Messie. Ils veulent que Jésus revienne. Sauf que dans leur mauvaise compréhension, ces chrétiens sionistes pensent qu'en aidant les Israéliens à conquérir la Palestine, eh bien ils pensent que ça va leur servir. Ce qui fait que pour les Israéliens, c'est tout bénef. Ils peuvent se servir des chrétiens pour conquérir la Palestine, alors que pendant ce temps, en vérité, ils tuent les chrétiens, détruisent les églises, ils tuent et persécutent les musulmans, et ils persécutent même des juifs, parce qu'il y a des juifs qui sont contre le sionisme. Et c'est pour ça que tout se passe au Moyen-Orient. Et l'argent, le pétrole, tout ça, pour eux, c'est juste un moyen de pouvoir faire toutes ces choses-là, parce que celui qui a l'argent, il peut contrôler les autres politiciens. Et pourquoi est-ce que ce groupe de juifs veulent tant que leur Messie arrive? Eh bien, c'est parce qu'ils veulent établir un royaume mondial, dirigé depuis Jérusalem, avec le peuple juif à sa tête. En fait, ils veulent soumettre toutes les nations du monde à la loi juive, la halacha. Ils veulent être reconnus comme rois et seigneurs par toute l'humanité. Pour eux, dans le Talmud, les goy, les goïm, sont les gens non juifs qui vont servir les juifs. Ils ont une vision de domination universelle. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas que les chrétiens et les musulmans s'allient. Parce que sur 8 milliards d'êtres humains, chrétiens plus musulmans, on est 4,5 milliards au minimum. Donc plus de 50% de la population mondiale. Tandis que les juifs actuellement sont environ 16 millions. C'est pour ça qu'il y a énormément de propagande pour attiser de la haine entre musulmans et chrétiens. Alors qu'en vérité, on est d'accord sur le même point que Jésus est une personne noble, qu'il est un prophète noble, et il est le Messie, et qui reviendra combattre l'antéchrist, le faux Messie, le Dajjal. La seule chose sur laquelle on n'est pas d'accord, chrétiens et musulmans, c'est sur le fait que Jésus est Dieu pour les chrétiens et Jésus n'est pas Dieu pour les musulmans. Mais du côté des juifs, pour eux, Jésus est une personne ignoble. Il calomnie, il insulte, il se moque et il se moque de sa mère également. Enfin voilà, encore une fois, cette vidéo est à titre éducatif. Que tu veuilles y croire ou non, ça c'est entre toi et toi-même. Mais au moins, tu as l'information. Et bien sûr, fais tes propres recherches. Ne fais pas que d'écouter et de prendre tout ce que je dis. Fais tes recherches et tu verras par toi-même. Mon but, c'est tout simplement d'éduquer et d'informer dans un monde où on est rempli de désinformation et de propagande qui nous divise. Les gens sont choqués de constater que les États-Unis parlent et l'Iran vient les contredire en disant que la fin de la guerre sera déterminée par l'Iran. Une telle chose aurait été impensable il y a seulement quelques mois. Je vais vous dire pourquoi c'est possible maintenant. Retenez qu'il y a une relation très profonde entre le monde invisible et le monde visible. Et tout ce qui est manifesté dans le monde visible a d'abord été créé et conçu dans le monde invisible. Pour ceux qui me suivent sur cette page, je vous ai dit que nous sommes à l'ère du vaisseau. Et nous sommes dans un temps où la magie noire globalement ne produira plus des effets durables. Quel que soit ce que tu fais, les États-Unis paraissent être un pays puissant, mais ne l'oubliez pas.
Ils sont dirigés tout le temps par des sectaires de haut niveau qui connaissent comment manipuler les énergies noires qui sont nécessaires à couvrir le reste du monde d'un nuage sombre pour que les gens restent dans une sorte d'apathie et une sorte d'acceptation de la domination et du contrôle qu'ils font sur le reste du monde. Avec l'aide du vaisseau, ce type de pratique ne marche vraiment plus. Et c'est un peu comme si les gens semblent sortis d'un sommeil profond dans lequel ils étaient embarqués. Les gens commencent à prendre conscience et se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ces gens-là font des choses comme ça? Les gens sont juste en train de s'éveiller et se disent, ah non, c'est assez de supporter cette domination qui est mesquine et qui est malhonnête. Cette grandeur des États-Unis, c'est juste une illusion. Quand on ne peut pas quand même croire que les gens qui sont impliqués dans les dossiers Epstein sont quand même les gens qui sont du côté de la morale et de Dieu. Ce qui est en train de se passer et qui va se passer sera tellement choquant, tellement stupéfiant que les gens vont se demander si on n'a pas basculé en une nuit dans un monde parallèle, dans un univers parallèle, tellement les êtres humains, même dans leurs rêves les plus fous, ne pouvaient pas imaginer ce qui va se passer et qui a déjà commencé. Et c'est assez visible. Il suffit d'ouvrir les yeux et de voir que c'est stupéfiant ce qui se passe là. L'Iran, sous pression, acceptait tout. Humiliation, pression, sanctions, tentative d'isolement. L'Iran a vécu tout ça. Mais l'Iran a retenu une leçon. Nous ne serons pas comme Kadhafi. Nous ne serons pas la Libye. Nous ne serons pas l'Afghanistan. Nous ne serons pas le Yémen. Nous ne serons pas le Pakistan. Nous ne serons pas la Syrie. Nous ne serons pas l'Irak. Nous ne serons pas le Soudan. Nous, Iran, nous allons détruire la première puissance militaire, soi-disant, au monde. Les gens disaient, est-ce que vous n'êtes pas fou? J'ai assisté à un podcast iranien. Poutine, dans la guerre des 2 jours, Poutine avait proposé ses services à l'Iran. Et l'Iran n'avait pas accepté. Pas que l'Iran n'avait pas confiance de la Russie, non. L'Iran voulait tester ses propres capacités de réaction, ses propres capacités, ses propres missiles de frappe. Est-ce qu'on est à la hauteur? Parce que avant que quelqu'un vienne t'aider, il faut d'abord savoir sur quoi je repose ma force. C'est pourquoi l'Iran, dans un premier temps, la guerre des 12 jours, l'Iran n'a pas voulu ni de la Chine, ni de la Russie. L'Iran voulait tester ses propres capacités et l'Iran a compris qu'elle est allée au-delà, sinon qu'il allait au-delà même de son expérience. C'est-à-dire au-delà de ce que le pays pouvait imaginer. Et quand les gens ont entamé la deuxième guerre, l'Iran a dit, Alhamdulillah, que toute la gloire vienne à Dieu. Vous avez été affaiblis et vous pensez pouvoir humilier l'Iran. Et l'Iran, c'est aujourd'hui même que j'ai entendu ça. Il y a un professeur d'université qui est très bien intégré dans le système. Il dit l'Iran est loin d'avoir commencé à utiliser les stocks prévus pour cette guerre. Donc ça veut dire que jusqu'à présent, tout ce que l'Iran fait, ça veut dire que l'Iran n'a même pas encore atteint les 1/5 ou les 1/10. Pendant que Trump disait, on a tout détruit, ils n'ont plus rien. Maintenant, les Américains posent une seule question à Trump. Ok, tu dis que tu as tout détruit. C'est pas ça. Mais comment ils arrivent encore à frapper les pays du Golfe? Comment ils sont en train de détruire Israël? Est-ce que tu peux expliquer? Trump est énervé. Il s'énerve, il dit d'accord, il envoie, il dit ok, on veut cesser l'effet unilatéral. L'Iran dit non, cesser l'effet unilatéral, tu as menti. Il n'y a pas de cesser le feu. Si vous voulez cesser le feu, ce ne sera pas selon vos termes. Parce que Trump a proposé 15 points. L'Iran dit bullshit. On s'en fout de ça. C'est ce que nous, on va décider. Et ce que l'Iran a demandé, je ne sais pas si les Américains vont accepter. L'Iran demande une réparation. Et l'Iran veut une garantie internationale que plus jamais l'Amérique va s'hasarder à attaquer l'Iran.
Mais attendez, un pays que vous considérez comme terroriste, qui veut détruire, qui fait ça, si l'Iran veut attaquer, mais attendez, l'Iran dit non, et l'Iran dit on n'est pas prêt. Aujourd'hui, le site nucléaire d'Israël est pratiquement détruit. Ceux qui sont dedans, je ne sais pas s'ils ont des provisions pour des mois, mais la manière dont l'Iran a frappé là, pour déboucher tout, et puis pour aller même essayer de déboucher le trou, ou même déboucher les entrées là, il faut qu'il y ait la paix. Parce que quand l'Iran voit dans le satellite, les gens ils envoient les pelleteuses là, l'Iran envoie bombe encore. Donc tout ce que vous pouvez remarquer comme site détruit par l'Iran, tant qu'il n'y a pas un cessez-le-feu accepté par l'Iran, il n'y a rien qu'on peut faire. Parce que sur le site, l'Iran peut encore larguer des bombes. Donc dans le site nucléaire, personne ne sait ce qui est en train de se passer au niveau d'Israël. Et Benjamin Netanyahou a eu le courage de, mais il ne peut même plus parce qu'ils sont dépassés. Donc, regardez bien ce qui se passe. Ce qu'ils sont incapables de faire avec l'Iran, c'est ce qu'ils font avec le Liban et la Palestine. Et pourquoi la guerre devient intéressante? L'Iran dit désormais, vous allez quitter les territoires occupés, sinon vous ne connaîtrez pas la paix. Donc tous les territoires occupés en Cisjordanie, tous les territoires occupés en Palestine, les territoires occupés au Liban, désormais l'Iran envoie. Et ce qui rend la guerre plus compliquée et que les Américains d'ici n'attendaient pas, l'Iran a travaillé avec un système, la même chose que les Américains ont fait les Israéliens, l'Iran fait la même chose avec le Hezbollah libanais. Pour le moment, ils n'ont pas encore commencé avec les Houthis du Yémen, ou comme on appelle, avec le Hamas de la Palestine, non, ils ont commencé avec le Hezbollah libanais, c'est-à-dire les attaques, les frappes coordonnées simultanément. L'Iran peut décider d'envoyer 25 missiles simultanément. Et pendant le même laps de temps, pendant que les missiles intercepteurs sont orientés vers certains missiles, si jamais ils arrivent à intercepter, le Hezbollah aussi envoie 200 missiles en même temps. Donc pendant que le Hezbollah envoie, l'Iran envoie. Vers qui vous allez orienter vos intercepteurs? Parce que tout le temps que Israël a fait au Liban, c'est parce que le Liban était un pays faible. Et un pays corrompu surtout. C'est pourquoi le Hezbollah avait sa main dans la politique. Parce que le gouvernement était corrompu à tel point que c'était inimaginable. Vous savez ce qui s'est passé, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Mais aujourd'hui, le Hezbollah n'envoie pas seulement des missiles. Le Hezbollah travaille en parfaite collaboration et synergie d'action avec les gardiens de la révolution en Iran. Quand eux décident d'envoyer 100 drones avec 50 missiles, le Hezbollah envoie 60, 70, 100, 200 missiles en même temps. Qu'est-ce que les intercepteurs peuvent faire à ce niveau? Rien. Et tout est orienté vers le même centre-ville de Tel Aviv. Il y a eu aujourd'hui quelque chose de terrible en Israël. Le bâtiment du ministère de la Défense a été complètement et totalement balayé de la carte. Je répète. L'immeuble qui sert de bureau ou de centre d'opération du ministère de la Défense a été complètement et totalement balayé de la carte. S'il y avait des hommes là-bas, qu'ils brûlent en enfer. S'il n'y avait personne, tant mieux. Parce qu'aujourd'hui, pendant que Trump vend l'idée farfelue d'un cessez-le-feu, Israël continue de bombarder. Iran s'est dit, vous bombardez parce que vous avez un centre d'opération. Donc le centre d'opération, je vais le rendre inopérationnel. Et l'Iran a frappé.
Ils n'ont pas hésité à frapper la maison du guide. Pourquoi l'Iran hésiterait à frapper? Et surtout, maintenant, ça devient compliqué, ce que je ne vous avais pas dit par le passé. L'Iran a commencé à abattre et les F-16 et les F-35 et les drones. Je crois que le point des drones israéliens, c'est beaucoup. Hein. Israël seul, si je ne m'abuse, les derniers chiffres que j'ai entendus, avant que Gaussou me fasse un peu chaud dans les oreilles, je crois que c'était à peu près 12 ou 16 drones. Les drones tuent quelque chose comme ça qui coûte, je crois, 30 millions de dollars, je crois. Israël a à peu près eu 100. Non, je ne sais pas si c'est les États-Unis qui ont 300, je crois. Israël doit avoir une centaine. Bon, l'Iran a déjà liquidé à peu près. Mais sans compter ce que l'Iran avait fait par le passé. Mais la guerre de ces derniers temps, en tout cas, il y a une douzaine qui ont été abattus. Et ils ont commencé à abattre les F-16. Alors, les gens se posent la question, Monsieur le Président, comment vous dites que l'Iran n'a plus de système de défense et l'Iran arrive à abattre les F-16 de l'armée israélienne? Les F-35 sont touchés. Comment vous expliquez ça? Il dit, ah, attendez, il faut demander au secrétaire. Moi, je vous ai dit que Trump n'a pas honte. Si vous vous souvenez. Mais je vais vous laisser regarder ça un peu. Je vous avais dit que Trump n'a pas honte. Je vous ai dit, à un moment donné, il va se lever seul, décréter lui seul son cessez-le-feu. Je vous en prie, allez-y, regardez ce que j'ai dit. Il va décréter lui-même son cessez-le-feu. Il va demander à ses gens de rentrer. Mais pourquoi l'Iran ne croit pas? Pendant que tu parles de cessez-le-feu, tu déploies les Marines, la marine américaine, qui est selon eux une armée professionnelle et puissante. C'est vrai. Mais jusqu'à aujourd'hui, on avait toujours vendu l'idée selon laquelle l'Amérique était une puissance militaire. Mais je vous en prie, cette puissance militaire, elle est où aujourd'hui? Est-ce que vous pensez? Parce que pour envoyer les troupes au sol, il y a une doctrine militaire qui est très claire. Il faut anéantir les capacités de l'ennemi avant d'envoyer les troupes au sol. Et contrairement à ce qu'ils ont dit, qu'ils ont anéanti, mais les gens se rendent compte que l'Iran est plus fort, plus déterminé que jamais. Donc, qu'est-ce qu'ils ont anéanti? Et puis, vous voulez envoyer des gens. Et l'Iran a la possibilité d'observer leur position et leur larguer des missiles. Vous vous rappelez tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit les missiles avec les têtes multiples. Quelqu'un a dit tout à l'heure avec plus. Donc, et je suis sérieux, je demande à nos présidents, là, après la guerre, là, de commencer à négocier avec l'Iran si on peut avoir ces genres de missiles. On largue ça sur nos terroristes, là, les missiles avec des fragmentations, puis c'est terminé. Mais l'Iran peut envoyer les mêmes missiles sur les soldats américains qui mettront le pied. Et c'est ce que tout le monde dit. Il dit, vous n'avez pas affaibli les capacités militaires de l'Iran. Vous avez attaqué des bâtiments vides. Et puis les gens se vantent. On a frappé 9000 sites, 10 000 sites, 20 000 sites. Mais malgré les 20 000 sites que vous avez frappés là, l'Iran arrive à frapper encore. Donc vous avez fait quoi? Donc la question maintenant, si vous envoyez vos soldats, l'Iran sait qu'ils sont là. L'Iran envoie les missiles avec fragmentation, c'est fini. Boum. Ils vont aller où? L'Iran n'a pas besoin d'envoyer des soldats pour aller combattre les Américains. Alors, comme moi je sais que la NSA m'écoute, que la CIA m'écoute, et que les Américains aussi bien que tous les petits idiots, les petits bâtards en Europe, ils tous m'écoutent. Parce que moi, je ne me vante pas. C'est une réalité. C'est une réalité. L'Iran n'a pas besoin d'envoyer des soldats pour aller combattre les Marines, la marine américaine. L'Iran n'a qu'à envoyer seulement ses missiles à fragmentation, c'est tout. Pour résoudre le cas. Et puis miner tout le site. Parce qu'en fait, la stratégie de... Et ça, qui le dit? Il y a un soulard, un drogué sénateur qu'on appelle Lindsey Graham, un républicain, qui parle comme le président des États-Unis. C'est lui avec le beau-fils de Trump qui pousse Trump à envoyer la marine américaine, selon eux, pour aller occuper l'île où se trouve
le gaz iranien. Je vous ai parlé de cette île. L'Iran et le Qatar partagent. Et cette île, à elle seule, ça fait 90% de la consommation de gaz dans le monde. Mais c'est partagé entre les deux pays. L'Iran a une partie, le Qatar a une partie. Et la partie de l'Iran, c'est cette partie-là qui veut aller occuper. C'est cette partie qui veut aller saisir avec les marins pour rendre l'Iran incapable. Voilà ce qu'ils veulent faire. Alors vous pensez que l'Iran n'a pas prévu un scénario selon lequel les Américains tenteraient de saisir l'île? Vous croyez que l'Iran n'a pas envisagé tous les scénarios possibles? Donc, je ne crois pas que, en ce qui me concerne, en tout cas, je ne crois pas que les Américains arriveraient en tout cas, à prendre possession de cette île. Et il faut diminuer ça là-bas. Et paralyser l'économie iranienne. Ce n'est pas possible. Alors, je vais vous laisser écouter. Regardez, pardon. An Iranian missile punched through Israel's air defenses and hit an upscale residential neighborhood in Tel Aviv. People who arrived at the scene found a crater in the middle of the road, the facade of an apartment building next to it badly damaged, and cars in the surrounding area crushed flat. Israeli police estimated the warhead carried around 220 pounds of explosives. Israel's defense systems had operated. They had not intercepted it. 6 people were wounded by the shrapnel that spread across the street. Firefighters were dispatched to the area to extinguish several vehicle fires. And this was not even the most alarming part of what Iran fired at Israel that morning. Iran fired missiles at Israel at least 8 separate times on March 24th alone, with impacts reported at no fewer than 4 sites across the country. Alors, on regarde ça un peu. Je vais vous laisser regarder et puis on va continuer. Tu vois? Est-ce que vous avez vu le policier? Je vais voir si je peux. Il y a le policier là qui. Around 220 pounds. Je vais montrer la partie le policier là. Israel's defense systems had operated. They had not intercepted it. 6 people were wounded by the shrapnel that spread across the street. Firefighters were dispatched to the area to extinguish several vehicle fires. And this was not even the most alarming part of what Iran fired at Israel that morning. Iran fired missiles at Israel at least 8 separate times on March 24th alone, with impacts reported at no fewer than 4 sites across the country. Bon, ça, c'est ce que le gouvernement israélien ne veut pas. Des gens sur le site, filmés et postés. Regardez ça. Voilà un policier qui est là. Il se plaint et dit pourquoi le monsieur est en train de filmer. Pourquoi le monsieur est en train de filmer et le policier va le chasser hors du site. Tu vois, il a son, vous voyez le téléphone du monsieur là? C'est son téléphone qui est là, son cell phone. Il a un casque. Voilà le policier qui est en face de lui, il le chasse. Voilà le policier qui l'a chassé. Alors, c'est tout ce que Israël fait tous les jours. Israël ne veut pas que les gens filment pour poster. Ils veulent maintenir le flou, le mensonge et continuer à faire croire que c'est eux qui ont tous les éléments en main et que l'Iran a été abattu. L'Iran n'a aucun moyen, l'Iran ne peut rien. Malgré ça, il y a des décisions qui ont été prises par le gouvernement de Benjamin Netanyahu. Si vous publiez des informations, vous êtes israélien, si on vous trace, on vous retrouve, vous allez en prison pour 30 mois. Et l'attaque sur le ministère de la Défense en Israël,
ils ont produit un communiqué. Toute personne qui va poster une image ou une vidéo de l'attaque sera poursuivie sur le droit pénal. Effectivement, oui. Toute personne qui va publier quoi que ce soit sur l'attaque sera poursuivie pour infraction pénale. Alors, si vous êtes fort, pourquoi vous allez dire aux gens de ne pas publier? Si vous êtes fort, pourquoi vous empêchez les gens de publier? Pourquoi vous ne... Alors, je vous ai dit, est-ce que vous voulez voir le visage de la démocratie, le fondement de la démocratie, le pilier de la démocratie, c'est la... Comment vous dire ça? C'est la contradiction idéologique. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Et la liberté d'expression. Mais cette liberté d'expression est menacée et aux États-Unis. Ce n'est pas Israël seulement. Hein. Le Pentagone, le ministère de la Défense américaine, a publié, et hier ou avant-hier, comment on appelle, la Cour suprême a dit, parce que il y a la chaîne de télévision ABC, je crois, ABC 7, je crois, qui a saisi la Cour suprême, parce que l'administration Trump, à travers le ministère de la Défense, pour qu'on vous accorde une accréditation, vous devez vous soumettre aux obligations. Alors, souvent, je vous une parenthèse. Alors, vous voyez, quand on vient attaquer les pays de l'AIS, oh, les journalistes arrêtés, vraiment, j'ai honte pour les Africains, surtout les bâtards qui sont en Côte d'Ivoire, tels que les Daouda, les saletés de merde, les pourritus qui puent la merde. Aux États-Unis, pas plus tard que hier ou avant-hier, la Cour suprême a dit que le Pentagone n'a aucun droit pour imposer aux journalistes le droit de contrôler ce qu'ils vont diffuser. Et si tu diffuses quelque chose qu'ils n'ont pas approuvé, tu es sous sanction. C'est-à-dire, on peut te traduire en justice pour ça. C'est la Cour suprême qui a dit ça, c'est le fondement premier de la Constitution, la liberté d'expression. Alors, ouais, les gens viennent, et ces petits bâtards en Côte d'Ivoire, là, sur ces saletés de plateau, là, et puis ces petits Nyamokodés qui ne savent même pas laver leurs caleçons sales, là, ces prostituées qui sont sur les plateaux de télé en Europe, là, en France surtout, qui n'ont pas de liberté d'expression. Mais vous ne voyez pas parler de ça. Je répète, la Cour suprême a dit que le Pentagone n'a aucun droit pour faire ça. C'est ABC 7 qui a poursuivi le Pentagone devant la Cour suprême par rapport à cette guerre. Mais ils sont les premiers à nous attaquer ici. Et Israël, vous avez vu Israël, il n'y a pas procédure. Tu fais, on t'attrape, on te met en prison. Le temps que les gens vont se dire en prison. Et Israël est en train de perdre la guerre à tous les niveaux. Aujourd'hui, le président, aujourd'hui, et je ne sais pas ce que je peux vous dire, mais après cette guerre, beaucoup parmi nous, on sera surpris de voir le véritable visage d'Israël. Après cette guerre, quand on va commencer à faire véhiculer les images, parce que les images vont sortir. D'abord, je vous ai dit avant qu'on soit interrompu, que les caméras dans les rues à Tel Aviv avaient été piratées par l'Iran. Quand l'Iran a appris qu'il y a une loi qui a été votée, il y a un décret qui a été pris, une ordonnance, pour dire que toute personne qui va poster les impacts des missiles iraniens sur un territoire israélien, surtout à Tel Aviv, sera poursuivi
et sera condamné. Qui se sont mis dans le boulot. Les hackers iraniens ont piraté ça. C'est grâce aux hackers iraniens qu'on arrive à voir ces gens d'images. Mais mieux, les satellites chinois aussi nous permettent d'avoir des images, ce qu'on appelle HD, c'est-à-dire haute résolution. La Chine aide aussi. La réalité, elle est toute simple. Aujourd'hui, là, je ne peux pas parler de l'ensemble du territoire israélien, mais Tel Aviv est en train d'être détruit tel que Israël a détruit le sud de Liban et la Palestine. C'est ce qu'en anglais, on appelle ça, Payback Day. Merci à toi, Fardo. Merci beaucoup à toi, Fardo. C'est Fardo, merci beaucoup. C'est Payback Day. En anglais, c'est ce qu'on dit, Payback Day. Et l'Iran est en train de mener un triple combat pour être libre en Iran, pour que les Palestiniens soient souverains et pour que les Libanais soient libres. Affaiblir l'armée israélienne permettra aux Libanais de respirer et à la Palestine de vivre. Ce qui fait qu'il y a des frappes souvent qui sont orientées vers les positions des blindés de l'armée israélienne vers la Palestine et vers le Liban. Et hier, le porte-parole de l'armée iranienne a fait une déclaration que j'attendais depuis le début de la guerre. Je crois que c'est hier que j'ai entendu ça. Ils ont dit désormais dans les négociations, les conditions, c'est le retrait d'Israël des territoires occupés en Palestine et au Liban. Je répète. Merci Kafando, merci beaucoup Pierrette. Je répète. Le porte-parole de l'armée iranienne dit désormais, dans les conditions de cessation des hostilités, l'Iran va exiger le retrait de l'armée israélienne des territoires occupés en Palestine, en Cisjordanie et du Liban. Donc, quand vous regardez ça, merci beaucoup à toi Sekou. Alors, quand vous regardez tout ça, il y a une seule question qu'on se pose. L'injustice a trop duré. Alors, quelle est la leçon? Comme toujours, il y a une leçon de vie qu'il faut retirer avant qu'on continue. La leçon pour nous tous, c'est quoi? L'Iran vient de montrer à chacun de nous, personne ne doit sous-estimer ses potentialités et ses capacités. Quelqu'un peut vous faire croire qu'il a les moyens, il est plus fort, il peut vous abattre. Vous n'avez pas besoin de faire trop de bruit pour attirer le regard sur vous. Vous n'avez pas besoin de trop gueuler pour que les gens disent ils gueulent, ils piaillent trop. Restez dans votre petit coin comme le Sa d'Oroni en bas des feuillages pour devenir le véritable anaconda tel que l'Iran est devenu l'anaconda qui est en train de détruire Israël et les États-Unis. Qui pouvait imaginer qu'un pays comme le Liban, on pouvait dire une guerre États-Unis-Russie c'est compliqué, une guerre États-Unis-Chine c'est compliqué. On va nous dire, mais qu'est-ce que les Américains n'ont pas déployé en termes de guerre conventionnelle? Ils ont déployé leurs destroyers, ils ont déployé leurs porte-avions, ils ont déployé leur meilleur arsenal aérien, les B-Spirit, les F-35, les bombardiers. Ils ont déployé tout ça. Des bombes avec des charges de 2 tonnes, 3 tonnes, 4 tonnes, 5 tonnes. Tout ça a été largué sur le Liban. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en termes de guerre conventionnelle qu'ils n'ont pas fait? Je dis bien en termes de guerre conventionnelle qu'ils n'ont pas fait. Ils ont dit eux-mêmes, c'est l'une des plus importantes opérations militaires que l'Amérique n'ait jamais fait depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait selon vous? Et pourtant, l'Iran est resté solide, serein, imperturbable. Et l'Iran fait regretter à l'Amérique. Parce qu'il faut savoir où il faut frapper ton ennemi.
Ne regardez pas le gros gaillard qui est arrêté devant vous et croire que vous ne pouvez rien. L'histoire de David et de Goliath n'est plus l'histoire d'Israël face... Non, non, non. C'est l'Iran qui est devenu désormais David. C'est pas vrai. Si vous me donnez aux Israéliens aujourd'hui, ils vont me dépêcher et puis me manger cru. Vous avez vu le corbeau là, quelqu'un m'a donné le nom. Le corbeau qui a fait descendre le drapeau israélien. Vous connaissez ce que ça veut dire? Qui est aujourd'hui David dans cette guerre? C'est l'Iran. Qui est Goliath ou qui sont Goliath? Ces deux armées, l'Amérique et Israël. La parole de Dieu se retourne contre Israël. Je répète, la parole de Dieu se retourne contre Israël. Qui est David aujourd'hui dans cette guerre? C'est l'Iran. Petit, négligé, isolé. Qui était négligé et isolé? C'était David. Si vous connaissez bien, tel que je connais l'histoire de David, allez-y et puis lisez la vie de David. L'Iran a créé les conditions spirituelles pour être à la place de David. Ah, les petits prêcheurs que vous avez ne vous diront jamais ça. Ils vont crier wow, 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 c'est tout. La parole de Dieu se lit, se comprend avec l'esprit que Dieu donne à qui il veut pour comprendre sa parole. Ici, c'est Goliath, ici, c'est les États-Unis associés à Israël. David, ce qui, alors que l'histoire nous a montré que David de Dieu, qui a une perception spirituelle, ne peut jamais perdre un combat face à qui? À l'injustice. Parce que Goliath de cette époque était le Goliath de l'injustice, de l'oppression contre la volonté de Dieu. Et le Goliath aujourd'hui, qui incarnait l'idéal spirituel, enfin pas spirituel, mais les éléments spirituels de cette époque-là se reflètent où? Ou se voient où? Israël, États-Unis. Les Philistins, Goliath vient, c'est l'armée, les Philistins. Allez-y chercher à comprendre aussi. Bon, moi, je ne suis pas camarade de quelqu'un. Les Philistins avaient assiégé Israël. L'armée était là. Et Goliath était celui qui criait tous les jours. Il vient et puis il nargue. Qui peut venir? Ils se sont cachés tous. Jusqu'à ce que un petit berger vienne. Son frère le regarde. Tu es venu faire quoi ici? Va surveiller les brebis là. Il dit non, j'ai entendu qu'il y a un incirconcis. Aïe, 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 aïe. Celui qui n'est pas circoncis, c'est celui qui n'est pas dans l'alliance avec Dieu, spirituellement parlant. La circoncision ou l'excision, en un mot, c'est la marque de l'alliance avec Dieu. J'ai pas fini. Appelez vos pasteurs là, vos prêcheurs, n'ont qu'à venir s'asseoir, c'est des petits enfants. Moi, j'ai pas leur truc. Donc, est-ce que ça va dans ta tête? Excuse-moi, monsieur, tu vas me dire quoi? J'ai pas besoin de t'écouter, j'ai pas que tu me dis excuse-moi, pour me dire quoi? Arrête de m'emmerder là, je suis en train de parler. Alors donc, David arrive, son frère le regarde. Tu es venu faire quoi ici? Il faut partir. Il dit non, 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 je suis venu pour laver l'affront d'Israël. Mais c'est pas l'Israël que nous connaissons, c'est pas l'Israël d'aujourd'hui. Et puis, il va voir le roi et dit, moi, je peux aller. Et dit, le roi le regarde ça. Il dit, donnez-lui, regardez bien ce qu'ils sont en train de dire et regardez ce qui se passe en Iran. Je suis le champion des connexions spirituelles et de la réalité que nous vivons. Écoutez très bien. On dit, donnez-lui les armoiries, les trucs pour se protéger. On porte, c'est trop gros, c'est trop lourd. Parce que David était petit. Il dit, je peux pas. L'Iran a quoi? L'Iran n'a pas. Attendez, quand vous voyez les trucs qu'ils portent là, ce sont les systèmes antimissiles que aujourd'hui là. Système antimissiles,
Il dit, on a tout détruit, on a tout. Il dit, non, non, moi, je ne veux rien. Rappelez-vous, je vous ai dit que la Russie avait proposé quelque chose. L'Iran a dit, non, je vois d'abord ma capacité. Je n'ai pas fini, écoutez très bien. Il va voir le roi et dit, moi, je vais laver l'affront. Mais entre-temps, Goliath a tué le papa. De qui? Du guide actuel. Goliath a décapité et Goliath veut humilier l'Iran. Donc le petit Iran sort, le petit David il sort, il dit je n'ai pas besoin de tout ça. Je prends 3 cailloux, hey, subhanallah, 3 cailloux avec son lance-pierre. On dit 3 cailloux et un lance-pierre, tu peux faire quoi? Il dit c'est de tout ce dont j'ai besoin. Alors pourquoi les 3 cailloux? Regardez les missiles aujourd'hui que l'Iran envoie. Sur chaque missile, l'Iran écrit un message et il envoie. Il envoie un missile avec un message. Le tort que vous avez fait, l'injustice que vous avez commis, la barbarie que vous avez fait. Donc chaque personne tuée porte, le missile porte le nom de quelqu'un. Et David a pris 3 pierres, et ce sont les 3 pierres que Dieu lui a donné, puis il a prié dessus. Donc les missiles iraniens, ce sont les 3 cailloux que David a envoyés. Mais il n'a pas utilisé les 3, il a pris un seul. Il a regardé Goliath, Goliath dit, c'est le petit là que vous envoyez. Il dit, mais je vais le manger en un coup. L'Amérique regarde l'Iran. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de bateaux, ils n'ont pas rien, ils n'ont pas d'avion, ils n'ont rien, ils n'ont pas de système de défense. Ils sont finis, je les ai détruits tout complètement. Goliath regarde l'Iran et puis il parle. Goliath regarde David et puis il parle. David il parle pas. Il prend son lance-pierre, il prend son caillou, il met dans son lance-pierre, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, et puis il regarde là. Il envoie, la pierre rentre net, ça perce le front et puis ça rentre. Le gars tombe. Bon, à l'époque, quand tu tues quelqu'un, il faut le décapiter, c'est-à-dire enlever sa tête. Donc David, voilà comment David a mis Goliath en bas. Alors, ramenons ça aujourd'hui. Mais, je vous montre seulement le combat. Mais les Philistins avaient empêché, les Philistins avaient fait le siège. Les Philistins ont étranglé Israël. Les Philistins ont empêché Israël de manger. Il y avait le siège qui était là. Personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. Il n'y a pas de commerce. Tout ce qu'ils avaient, ils ont mangé. Ils étaient prêts à se manger entre eux. Et ainsi, David arrive et puis met un terme au siège. Donc, l'Iran met un terme. C'est pas seulement l'Iran. L'Iran dit à quoi? L'Iran dit au Moyen-Orient. Ce qui vous comptez, voilà ce que nous faisons à ces gens-là. Le Qatar regarde, le Qatar dit, mais c'est pas vrai, vous nous avez vendu quoi? Un rêve. Les Émirats Arabes Unis regardent. Ils disent quoi? Est-ce qu'on ne pouvait pas éviter tout ça? On pouvait éviter tout ça. Est-ce qu'on ne pouvait pas éviter ça? On pouvait éviter ça. Avec le bon sens. Mais il y a 2 idiots. Il y a un pédophile, un criminel, un prédateur sexuel qui se trouve à la Maison Blanche, qu'ils appellent Donald Trump, manipulé par un fils manipulé, par son beau-fils, qui soi-disant serait le mari de la fille avec sa propre fille, avec laquelle c'est tellement... Parce que beaucoup de gens disent qu'il a eu des relations entre lui et sa fille Ivana. dont le mari, il a choisi comme son représentant ou son envoyé spécial dans le Moyen-Orient. Parce que c'est un juif pur sang. Et c'est quelqu'un qui est infiltré dans le Mossad et dans le gouvernement israélien. Donc c'est le petit qui, c'est le beau-fils de Trump, ce sont les oreilles de Benjamin Netanyahu, la bouche de Benjamin Netanyahu auprès de Donald Trump. Donc tout ce que Benjamin Netanyahu a besoin, le petit Kushner dit à Trump et Trump le fait. Donc aujourd'hui, si les Américains perdent, aujourd'hui si les Américains crient, aujourd'hui si les Américains
sont énervés, c'est parce que ils ont un président idiot. Parce qu'ils se rendent compte que le président qu'ils ont, il ne gouverne pas avec l'esprit posé, avec ses conseillers, mais il gouverne avec sa famille. C'est pourquoi tous les week-ends, il va à Mar-a-Lago, dans sa résidence privée. Et c'est payé par le contribuable américain. Parce que tous les déplacements, tant qu'il est président, chaque déplacement est payé avec l'argent du contribuable américain. Et Dieu seul sait combien il dépense les week-ends puisqu'il ne paye pas. C'est facturé par le gouvernement américain, par le trésor américain, qui est le secrétaire du trésor américain, ce que nous appelons le ministre de l'économie et des finances. C'est un milliardaire, un ami de Trump. L'idiot qu'il a trouvé pour manipuler au Pentagone, c'est le petit idiot qui est là. Et aujourd'hui, Trump a dit publiquement devant tout le monde que c'est lui qui m'a dit qu'on peut aller faire cette guerre et on va la gagner. C'est avant-hier, j'ai entendu Trump dire ça. Il dit c'est le ministre de la Défense et aujourd'hui, tout le monde se retourne contre le petit. Même si c'est vrai, sachant qu'il est Trump, personne ne peut l'obliger à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Ça, au moins, je peux vous donner la garantie parce que je suis américain et je sais de quoi je parle. Je ne serai jamais américain. J'ai rejeté ça. Mais quand je dis ça, c'est pour vous dire que je suis dans le système, je sais ce que c'est. J'ai vécu dedans. J'ai vu des choses, j'ai entendu des choses. J'ai travaillé avec les milliardaires américains, je vous en prie. Détestez-moi, mais j'ai travaillé avec eux à Hollywood. Et j'étais avec eux. Ils venaient dans notre chose, là où je travaillais, là, ils venaient tous. Est-ce qu'il y a un artiste américain même que j'ai pas? C'est mon fils Abidjan qui a beaucoup bénéficié parce que chaque fois que je prenais les photos avec eux, je lui envoyais ça en Côte d'Ivoire. Donc, aujourd'hui, quand vous regardez, on se pose une seule question. Est-ce que ça en valait la peine? Si réellement la démocratie a un sens, est-ce que l'Iran n'a pas le droit de choisir le modèle de gouvernement qu'il veut? Pourquoi le choix de l'Iran doit poser un problème à un État voyou et criminel tel que Israël? C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Vous commencez à comprendre en Côte d'Ivoire pourquoi l'idiot que vous avez comme président ment, vole et tue les Ivoiriens. Des gens qui disent, monsieur le président, est-ce que vous pouvez arrêter d'aller un peu trop en France? Mais ce que le petit n'a pas compris, le petit qui se fait toujours emprisonner là, le petit Baoulé là, il n'a que comprendre une chose. Ouattara n'est plus Ouattara. Ouattara ne peut pas faire un mois en dehors de la Côte d'Ivoire. Il a une maison qui est médicalisée. Il a une voiture médicalisée. Il a un avion ou des avions médicalisés. Il a un bureau ou des bureaux médicalisés. Mais malgré tout ça, il faut qu'il se rende où? En France, pour suivre ses soins quotidiens. Sur le dos du contribuable ivoirien. On lui demande de réduire le train de vie. Il arrête et puis il met en prison. On lui demande de faire attention parce que l'État ne peut pas. Mais comment la Côte d'Ivoire qui exploite le pétrole va acheter avec Ali d'un côté? Pourquoi? Et quand ils achètent avec Ali d'un côté, là, bon, Ivoirien, c'est vous qui allez avoir problème. Parce que quand on prend bateau, le bateau va aller jusqu'en Côte d'Ivoire. Parce que camion, la voie la plus sécurisée, peut-être c'est la route, mais la route là sera plus longue. Donc ça faut c'est risqué. Parce qu'il va falloir négocier avec les pays de l'AES. J'aurais oublié de passer par la mer. Comment la Côte d'Ivoire, je vous avais dit ce jour-là, que la Côte d'Ivoire devrait être le pays qui serait en train de vendre le carburant aux autres. Mais comment comprendre que la Côte d'Ivoire va acheter le carburant? Avec tout ce qu'on vous fait rêver, vous Ivoiriens, on a découvert tel puits de pétrole, avec tel milliard de quantité de barils, on a découvert telle chose, et puis vous allez acheter au Nigeria. Est-ce que vous n'avez pas honte, Ivoiriens? Je viens de lire tout de suite. Pour vous, j'ai lu ça tout de suite. Aliko d'un côté, pardon, qui vend à la Côte d'Ivoire, au Togo, à la Tanzanie, au Ghana.
Mais la Côte d'Ivoire, pourquoi la Côte d'Ivoire va acheter son pétrole au Nigeria? Non, là-bas. Pourquoi la Côte d'Ivoire va au Nigeria? Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous avez un voleur à la tête de ce pays. Parce que c'est pourquoi ils ne veulent pas le changement du pouvoir. Ils ne veulent pas une alternance véritable. Sinon, si vous allez acheter le carburant, vous n'êtes pas en mesure d'exploiter. Alors les 30 000 milliards, là, dites-moi, ou les 35 000 milliards, là, qui va payer? Vous allez payer ça comment? Ah, petit idiot, il faut t'occuper du Mali, il y a Mourodin, bâtard 1000 fois. Vous étiez en train d'applaudir parce que les terroristes ont attaqué nos camions de livraison d'hydrocarbures. Maintenant, vous allez acheter au Nigeria. Prions Dieu que le bateau qui va prendre pour aller en Côte d'Ivoire ne soit pas attaqué par les terroristes. Parce que ça peut arriver aussi. Donc, tout ce que vous avez dit de nous, là, tout ce que vous avez, donne-moi une seconde, il y a mon côté bâtard que tu es, à Giz FF14, la bâtard maudit que tu es, il y a mon côté, tu sais de quoi je parle? Bâtard que tu es. Il y a mon côté, je dis n'importe quoi, tu fais quoi ici? Enfant de capote percée. Bâtard. Enfant de petit, il y a mon côté. Donne-moi une seconde, je vais enlever le bâtard là, ici, là. Il y a mon côté, c'est ta place ici. Donc, c'est une réalité. C'est une réalité. À 42 000 milliards. Ok, merci. La Côte d'Ivoire serait normalement en train de vendre aujourd'hui. Même si c'est pas avec nous, la Côte d'Ivoire aurait dû être en train de vendre avec le Togo, avec le Ghana. Mais pourquoi même le Ghana va acheter? Parce que l'idiot du président du Ghana qui était là avant, comment il s'appelle? Ce minable de président qui était ami avec Ouattara. Parce qu'il a mis le Ghana à genoux. Et quand il a mis le Ghana à genoux, il a perdu le pouvoir. Le monsieur qui est arrivé, avec ce qu'il doit payer comme dette là, est-ce que le Ghana a les moyens aujourd'hui d'assurer la production nationale en hydrocarbures? Le même monsieur qui est là aujourd'hui, c'est celui qui avait laissé les caisses pleines du Ghana quand il partait. Et quand il est venu, moi je me souviens, il a dit le Ghana n'a même pas besoin d'aller prendre crédit, ni avec la Banque mondiale, ni avec le FMI. Mais après s'être lié d'amitié avec Alassane Ouattara, il a vidé les caisses du Ghana et le Ghana était incapable de payer sa dette et le Ghana payait sa dette avec l'or. Le président qui est parti, pas celui qui est là actuellement. Alors, il y a une chose qu'il faut retenir. J'avais dit que parce que je n'ai pas entendu, Dieu merci, même si j'ai souhaité que nos présidents aillent se mettre ensemble pour rapport au Niger, mais je n'ai pas entendu que le Mali soit allé d'un côté, ni le Burkina, ni le Niger. Ça veut dire que le Niger, malgré tout, arrive à produire suffisamment pour la consommation nationale et arrive à vendre un peu. C'est ce que la Côte d'Ivoire aurait dû faire, c'est ce que le Ghana aurait dû faire. Mais est-ce qu'on a besoin d'être un militaire pour avoir le sang patriotique? Ou bien il faut être dans l'AES pour avoir la fibre patriotique? Parce que l'AES, c'est une concurrence entre les chefs d'État pour bien faire pour nos peuples. Si l'Iran se mettait à voler tel qu'Alassane Ouattara vole aujourd'hui, si l'Iran se mettait à voler et que la priorité des autorités iraniennes n'était pas de servir la cause du peuple iranien, les Américains allaient faire de l'Iran une bouchée. Je voudrais que chaque État réfléchisse sur ce qu'on appelle la résilience militaire, la résilience politique, la résilience morale du peuple iranien. Je répète, si le guide iranien se mettait à voler tel que les gens l'ont dit, ils se sont amassés des fortunes, l'Iran serait en genoux aujourd'hui avec les premières frappes américaines. Ce qu'on dit de nous dans l'AES, que nos présidents volent,
Si c'était le cas, les terroristes auraient eu raison de nous. Je vous en prie, apprenez à lire entre les lignes. Vous n'avez pas besoin de faire la haute politique comme nous on le fait parce que ça prend du temps. Et il y a l'expérience aussi, il y a la connaissance personnelle et surtout il y a la baraka de Dieu. Pour placer les pions, il faut pour vous amener à comprendre certaines choses. L'Iran aujourd'hui est une fierté pour tous les pays. Pas seulement que nous sommes alliés de l'Iran, mais nous sommes fiers d'avoir un allié comme l'Iran qui a su résister à l'envahisseur, à Goliath. Et la résilience iranienne envoie un message à tous les peuples qui veulent être libres demain. C'est parce que les autorités iraniennes ont pris en charge le bien-être du peuple iranien. Moi, j'ai montré une fois, si vous vous rappelez, je vous ai montré une fois, le plus grand mall au monde se trouvait à Téhéran. Je répète, le plus grand mall au monde se trouve à Téhéran. Pas à Dubaï, pas au Qatar, pas au Koweït, mais en Iran. Vous regardez le mall, vous vous taisez. Pour faire le tour du mall, vous êtes obligé d'être dans votre voiture. Moi, je me suis posé la question, comment l'Iran a pu construire un tel mall avec toutes ces sanctions? L'Iran n'était pas ce pays aussi isolé tel que la presse occidentale vendait la mauvaise information, le mauvais narratif. Salir l'Iran, isoler l'Iran, mentir sur l'Iran. Voilà ce à quoi la presse française particulièrement se livrait. Mais pourtant, on a vu le guide aller rencontrer des familles chrétiennes. Il a su tisser ce lien indestructible entre toutes les communautés et la nation iranienne. On est tous enfants d'Iran et chacun a son choix et sa confession religieuse. Il n'appartient pas au guide d'exclure, de rejeter ou de condamner quelqu'un par rapport à sa foi. Est-ce que quelqu'un était mieux placé que lui en tant que guide spirituel de dire cela c'est Shaitan, cela c'est ça. Mais lui, malgré même les petits musulmans et les petits esprits qui viennent s'exhiber, moi je les regarde et puis je dis, est-ce que vous êtes mieux instruit que le guide qui acceptait les chrétiens, qui allait chez eux, qui mangeait chez eux et qui disait qu'ils étaient enfants de Dieu et que les martyrs chrétiens seraient au même titre que les martyrs musulmans auprès de Dieu? Pourquoi il va dire ça s'il n'y croit pas? Et pourtant c'est cet homme-là de 86 ans qui a été exécuté 100 fois, alors qu'il était la meilleure chance de l'Occident. Et aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils ont mal fait. Ils ont cru qu'en le tuant, l'Iran serait affaibli. Faux. Ils ont cru qu'en le tuant, l'Iran serait déboussolé, désorienté. Faux. C'est pourquoi le ministre des Affaires étrangères de l'Iran passe son temps à dire « Hey, hey, diminue-moi ça là-bas !» C'est pourquoi le guide, le ministre des Affaires étrangères de l'Iran prenait son temps pour dire aux gens, attention, nous ce ne sont pas les hommes, mais ce sont les institutions. Vous pouvez tuer tout le monde, mais on a mis en place un système qui permet de pérenniser nos institutions. Même si Mojtaba est tué aujourd'hui, son remplaçant demain matin est connu. Si son remplaçant est tué demain, le lendemain son remplaçant est connu. Voilà ce qu'on appelle un système de gouvernement. Mais est-ce que nous avons ça en Côte d'Ivoire? Ouattara meurt aujourd'hui, il n'y a rien. Jusqu'à la mort de Timo Kole, peut jamais même regarder le fauteuil présidentiel. Si une photocopie va là-bas, le fioler, puis va passer à l'âme. Parce que eux, ils pensent que c'est une question de transmission du pouvoir. C'est pourquoi l'idiot président dit transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Et les Ivoiriens n'ont rien compris. Il y a des idiots qui ont applaudi. Et est-ce que vous savez ce que vous avez applaudi? Mais comme l'homme propose, Dieu dispose. Dieu n'a pas dit son dernier mot. C'est Ouattara qui a parlé. Dieu n'a pas dit son dernier mot.
Ce que vous devez retenir en ce qui me concerne par rapport à cette histoire du Liban. Oui, Liban, Palestine, Cisjordanie et les pays du Golfe, pour terminer avec l'Iran. L'Iran a été clair et moi, je me bats pour l'Iran. Je vous le cache. Je l'ai toujours dit. Je me battrai pour l'Iran et je mène le combat de l'Iran. Moi, je ne suis pas comme certains de nos jeunes frères là sur les réseaux qui disent il faut balancer ce que... Moi, je m'en fous de ce que les gens vont raconter. C'est leur problème, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai décidé de soutenir l'Iran. Et tout ce qu'on dira de l'Iran qui ne me convient pas, je ne vais pas en parler. Tout ce qu'on fera de l'Iran qui ne me convient pas, je ne vais pas en parler. Vous avez la possibilité. Attends, mon ami, si tu es mal élevé, c'est quoi? Brûle quoi la main? Brûle quelque chose. Tu paies mes connexions? Tu m'habilles? Tu paies ma facture d'électricité? Et puis tu as me dit de parler, c'est toi qui as me donné un sujet. C'est la dernière fois que tu écris tes bêtises là, tu devrais avoir honte. Quand tu donnes pas quelque part, il faut te taire. C'est quand tu donnes, tu peux faire une proposition. Tu donnes rien, puis tu viens. Est-ce que tu peux parler de la RDC? Pourquoi tu veux que je parle de la RDC? Tu me payes pour parler de la RDC? Tu as une fois apporté une contribution à ce que j'ai fait? Tu te respectes pas, tu m'écris encore, je te bannis de mon direct. Alors donc, on continue. Non, moi, j'aime pas ça. Apprenez à vous respecter. Apprenez à vous respecter. Je t'ai jamais demandé de faire est-ce que j'ai dit à quelqu'un, il faut faire commentaire. Je dis ça. Et puis tu m'écoutes là, je t'ai dit de faire commentaire. Ceux qui disent de faire commentaire là, tu ne sais pas où se trouvent. Maintenant, tu n'as jamais participé en quoi que ce soit dans ce que je fais. Tu viens, tu prends cadeau, information gratis, images excellentes, son clair, tout, cadeau. Et puis tu veux me dire, il faut me parler de ça. Si tu es garçon, il faut me parler encore. Tu vas voir ce que tu me connais pas, non? Il faut parler encore. Alors donc, ce qu'il faut retenir, ce qui est fondamental, on veut lui faire croire que l'Iran est un État diabolique, est un État satanique. Et on veut nous présenter l'Iran comme le diable. Et on veut nous amener à détester l'Iran au même titre que eux ils le font. Mais pourquoi vous voulez que votre ennemi soit notre ennemi? Pourquoi vous voulez que votre ennemi soit notre ennemi? Alors vous voyez, l'Amérique, aujourd'hui soyons honnêtes, dire que l'Amérique n'est pas une puissance, c'est mentir. Mais est-ce que l'Amérique est une puissance au point où on serait amené à dire non, l'Amérique n'est plus cette puissance. Ou du moins l'Amérique, n'est plus, c'est mieux que n'est pas. Oui, après la Deuxième Guerre mondiale, jusque dans les années 80-90, je peux même dire autour des années 2000. Mais encore, il faut qu'on comprenne une chose. Que l'Amérique n'est plus cette superpuissance dont on continue de nous vendre le rêve dans nos livres, dans nos manuels scolaires. L'Amérique n'est plus cette puissance. Mais est-ce que cela veut dire que l'Amérique n'a pas une puissance de feu? Non. Il faut juste trouver l'équilibre qu'il faut pour mettre l'Amérique à genoux. Et c'est ce que l'Iran fait. L'Iran a travaillé sur la faiblesse de l'Amérique. Vous savez, vous allez voir quelqu'un qui va se vanter. Je suis, vous l'entendez, placa, il parle, mais en réalité, quand vous regardez de près, vous découvrez que la personne a une faille énorme. Vous découvrez la faille, vous frappez là-bas, vous déstabilisez tout de suite la personne. Et l'Iran nous a montré une chose, ne combattez pas l'Amérique avec les moyens de l'Amérique, c'est-à-dire les gros avions, les gros porte-avions, les patadis. Non, non, non. Ayez des armes stratégiques efficaces. Des armes auxquelles peut-être même... Moi,
je me rappelle encore, j'écoutais une émission et l'Iran disait, quand nous on présentait nos drones Shahed, toute l'Europe s'est moquée de nous. La première fois qu'on a présenté nos missiles, nos drones, tout le monde s'est moqué de nous. Tout le monde s'est moqué de nous. Personne n'a cru en nous. Mais ce sont les drones Shahed qui ont détruit tous les systèmes de défense que vous connaissez. L'Iran ne s'est pas précipité à balancer ses armes stratégiques. L'Iran a pris le temps d'abord d'envoyer ses drones pour surcharger l'ennemi, jusqu'au point où l'ennemi n'a plus de projectiles. Et l'Iran a commencé à sortir certaines de ses armes. Parce que chaque jour, je vous l'ai dit la dernière fois, je le répète aujourd'hui, chaque fois que l'Iran sort avec une nouvelle arme, on dit c'est l'arme la plus puissante. Demain matin, il sort, on dit, ah, ça là c'est plus puissant que ce qu'il a envoyé hier. Et chaque arme porte le nom d'une imminente personnalité qui a été tuée par Israël. Le drone porte le drone, le missile porte le nom. Donc les missiles, et l'Iran a commencé à utiliser ces derniers temps des petits, enfin c'est pas vrai. Ce que vous avez vu tout à l'heure là, ces multitudes de projectiles qui tombent, il n'y a pas de solution pour arrêter ça. Il n'y a aucune solution que de subir. Et c'est ce que l'Amérique a compris. Et Benjamin Netanyahu a compris. Maintenant, l'Amérique veut négocier. Je vous l'ai dit à maintes reprises. Je dis Trump, c'est un menteur. Il va sortir un jour pour dire, bon, j'ai fini, la guerre est terminée, c'est le fait unilatéral, mes porte-avions vont rentrer. Mais les Iraniens ne sont pas bêtes. Tu veux cesser le feu? Tu veux arrêter la guerre? Mais pourquoi tu envoies les Marines alors? Donc les Iraniens savent que c'est un menteur. Il dit une chose et il fait le contraire. Il dit une chose, il fait le contraire. Et les Iraniens ont dit, tu n'es plus quelqu'un de crédible, on ne te fait pas confiance. Donc c'est comme s'il veut un peu emballer les Iraniens dans cette affaire de négociation, amener les Iraniens à vouloir se focaliser, et pendant ce temps, il va infiltrer l'Iran avec les Marines. Donc les Iraniens ont dit, on est prêt, on les attend. Où ils pensent qu'on n'est pas là, c'est là-bas qu'on les attend. Et je pense que, si je ne m'abuse, il y a un premier contingent, bon, je ne sais pas si c'est un contingent, mais en tout cas, on m'a dit qu'il y a des premiers, ceux qui ont mis le pied quelque part, il semblerait que beaucoup ont été envoyés au repos éternel. Bon, et on allait, bon, il commence, je ne sais pas si c'est, si les, comment on appelle ça, parce que il y a eu, une parenthèse, il y a eu 305, je crois, 305 anciens généraux à la retraite. Pas des anciens généraux, 305 généraux à la retraite, pardon. Ils ont dit à Trump, cette guerre, il ne la gagnera pas. Il n'a pas écouté. Les généraux au Pentagone ont dit à Trump, cette guerre, il ne faut pas la faire, on n'est pas prêt, on n'a pas les moyens. Et l'Iran s'est préparé depuis plus de 25 ans, on ne peut pas. Il n'a pas écouté. Donc, si vous voyez, et faites beaucoup attention. Merci beaucoup à toi, Moussa, c'est ça, Moussa Sissoko, merci beaucoup. Si vous faites beaucoup attention au discours de Trump. Le discours de Trump a un objectif. Le discours n'est pas orienté vers l'Iran. Le discours n'est même pas orienté vers l'Europe. Je vous ai dit une chose, je vais le répéter encore aujourd'hui. Le poste du président des États-Unis, je dis bien le poste, je n'ai pas dit le président, c'est pas la même chose. Le poste du président des États-Unis est un poste hautement stratégique. Un poste qui est supposé apporter la quiétude au marché quand les marchés paniquent, quand les bourses paniquent. Le poste de président, c'est le poste où tu te tiens et le discours que tu tiens, soit va affoler les marchés, soit va rassurer les marchés. Voilà comment la position du président des États-Unis est déterminée dans l'économie mondiale.
Parce qu'il est présenté comme l'homme le plus puissant du monde. Et ce qui sort de sa bouche, soit c'est pour rassurer, soit c'est pour créer la panique. Voilà pourquoi, aux États-Unis, cette position est hautement symbolique et stratégique. Et Trump, qui arrive à cette position, au lieu de tirer profit de cette position, il se comporte comme un petit voleur, un petit menteur, un manipulateur. Toute sa vie, il a passé son temps à manipuler le système pour s'enrichir, à manipuler ses partenaires pour les affaiblir et s'enrichir. C'est pourquoi il se donne le titre de plus grand négociateur, mais c'est faux, c'est un voleur. Et c'est un manipulateur, c'est pas un négociateur. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire en tant que président. Manipuler les marchés. Et les gens ont compris, c'est pourquoi ils ont dit que quand il parle, les gens ne l'écoutent pas autant. Mais quand le président, pas le président, mais quand l'Iran, en un mot, quand une personnalité, en tout cas importante, en l'occurrence le guide spirituel Mojtaba, il y a 3 personnes en Iran que le marché international, les bourses écoutent. Le guide spirituel Mojtaba, le ministre des Affaires étrangères et le président iranien. Donc quand ceux-là parlent, ils savent que ce qu'ils disent là, c'est ça qu'ils vont faire et puis ils sont dessus. Donc les marchés ont besoin de quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui respecte sa parole, quelqu'un que quand il dit une chose, il le fait. Mais alors que Trump, il dit une chose, il fait le contraire. Il dit une chose, il fait le contraire. Et c'est le gars qui vient, qui impose des tarifs douaniers, qui fait n'importe quoi jusqu'à ce que la Cour suprême le ramène à l'ordre. Une fois que la Cour suprême vous ramène à l'ordre en tant que président des États-Unis, vous qui devez stabiliser le marché économique mondial, quand la Cour suprême dit que vous avez violé la Constitution, tout de suite, le marché a peur de vous. Mais c'est pourquoi Trump s'est fâché. Rappelez-vous, il a menacé de mort les juges de la Cour suprême. Il les a menacés de mort. Les généraux aussi qui ont dit qu'il ne faut pas faire cette guerre, il les a menacés de mort parce que le marché ne suit plus ce que dit Trump, mais le marché regarde qu'est-ce que les institutions américaines vont dire lorsque le président fait des bêtises. Donc, la bourse, le stock des marchés, tout ce que vous connaissez, Trump parle, il occupe cette position, ils n'ont pas le choix. Mais quand ils parlent, ce n'est pas ce qu'ils écoutent. Ils regardent tout de suite qu'est-ce que la Cour suprême va faire ou qu'est-ce que d'autres personnes vont faire. Et pendant ce temps, ils regardent surtout du côté de l'Iran. Ils ne regardent même pas du côté des monarchies du Golfe. Ils ne regardent même pas du côté même de l'Europe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui est en train de se jouer. L'avenir du monde est en train de se jouer et c'est l'Iran qui a toutes les cartes. Ce n'est pas les États-Unis. Contrairement aux mensonges qu'ils disent, Trump ment parce qu'il veut rassurer le marché. Il vend un rêve illusoire. On a toutes les cartes, on a tout détruit, on a tout détruit, on a tout détruit. Mais pendant que tu dis ça, le pays que tu dis tu as tout détruit est en train de détruire l'économie de pas 1, 2, mais au moins 5, 6, 7, 8 pays simultanément. Mais finalement, les marchés disent quoi? Attention, toi tu es un menteur, le nom ne t'écoute plus. Parce que tout ce que tu dis est faux. Bon, on va regarder maintenant ceux-là. Parce que c'est l'Iran seul qui est en train de détruire 8 pays simultanément. Je dis bien 8 dans le Golfe, simultanément. Et tient face aux États-Unis. Mais le marché dit, mais attention, c'est le pays qui était isolé depuis toutes ces années-là. Plus de 37 ans, ils sont isolés. Mais comment ils tiennent tête aux Américains? Ah, ben attention. Donc, les marchés commencent à être attentifs à ce qui sort de la bouche des Iraniens. Et c'est comme ça que l'Iran est en train de... C'est pourquoi l'Iran, ayant compris, je vous en prie, je ne crois pas qu'on vous ait dit ça quelque part, c'est un coup de, comment on dit, masterpiece ou bien quoi là, c'est un coup que je... Vraiment, c'est pas un coup de choses, c'est pas un coup de... Comment on dit, c'est pas un coup d'amphithéâtre, pardon. C'est un coup de TD. Ceux qui ont fait l'université savent de quoi je parle. Ici, c'est un coup de TD, c'est pas un coup d'amphi. Parce que c'est profondeur. TD, c'est général. Non, pardon. Amphi, c'est général. TD, c'est précis. Les marchés ont compris quelque chose que aucun journaliste en Europe ne vous a dit parce qu'ils n'ont pas la connaissance, ils n'ont pas la maîtrise
telle que je vous la donne. Personne. Les marchés ont compris une chose. L'Iran tient toutes les cartes. Si l'Iran dit, l'Iran fait. L'Iran tient l'économie. Merci beaucoup pour le détroit d'Ormuz. L'Iran tient le détroit. Malgré la grande gueule des Américains, malgré Israël, malgré tout, l'Iran est le seul pays qui arrivait à maîtriser. Quand le canal de Panama, ils ont envoyé un seul message pour le canal de Panama. Ils ont tout lâché. Ils ont fait la volonté de Trump. Et le canal de Panama, c'est dans quel pays? Donnez-moi le pays, s'il vous plaît. Le canal de Panama, là, c'est où, là? C'est Marco Rubio qui allait leur dire, si vous ne voulez pas qu'on vous envoie à l'enfer, le canal, là, c'est nous, on a financé. Les Chinois ne peuvent pas avoir un droit plus que nous. Ils ont accepté. Merci beaucoup à toi, Bad. Merci 07. Bon, maintenant, d'accord. Panama, c'est pas ça. Ils ont gagné là-bas. Il y a un autre point encore. Ils ont enlevé le président vénézuélien. Maduro, c'est pas ça? D'accord. Ils ont tué Kadhafi. Tout ça, ça montre la puissance américaine. Ils ont tué Saddam Hussein. Ils ont enlevé Bachar al-Assad du pouvoir. Ils ont divisé le Soudan en deux. Ils ont fait des guerres en Afghanistan, au Pakistan. Ils ont fui. Mais le seul pays qui est en train de tenir tête, et ils sont en train d'échouer sur toutes les prédictions, c'est l'Iran. Qui frappe Israël. La dernière fois, ils ont frappé le bureau de la bourse israélienne, là, où se trouve comment on appelle, le stock d'échange. Ils ont bombardé là-bas. Et aujourd'hui, on nous dit qu'ils ont rasé le quartier général du ministère de la Défense. C'est le seul pays qui tient une tête aux États-Unis. Et le seul pays qui dit on ne veut pas négocier. Toute négociation sera faite sur nos termes. Quand l'Amérique a fait la grande gueule, on a envoyé 15 points. Il dit les 15 points là, c'est pour toi et ta femme, c'est pas pour nous, ça ne nous regarde pas. Nous là, tu vas retirer toutes les bases américaines du Moyen-Orient. Et les pays du Moyen-Orient, s'ils refusent, ils vont connaître notre fureur. Il y a un autre élément que je voudrais partager avec vous. Les pays du Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, le Bahreïn, le Koweït, tous soutenaient les États-Unis clandestinement dans le dos. Ils ont dit officiellement, il ne faut pas utiliser notre espace. Mais ils n'ont jamais fermé leur espace, ni aux avions américains, ni aux bombardiers américains, ni aux drones américains, ni aux missiles américains. Donc, et quand la guerre a commencé, que l'Iran a commencé à frapper, tous maintenant ont demandé aux Américains d'aller à cette guerre jusqu'au bout, c'est-à-dire à la capitulation de l'Iran. Donc, ils poussent les Américains à ce que l'Iran capitule. Mais en même temps, ils se rendent compte que cette guerre les a détruits économiquement. J'ai écouté le président iranien qui disait que même 5 ans après, il y a des pays du Golfe qui ne pourront pas se remettre sur pied, même 5 ans après. Tellement les dommages sont énormes. Et là, je vous dis, parce que il y a des informations, il y a des images qu'on n'a pas. Ils sont en guerre. Attends, toi, tu vas aller filmer un endroit où tu es sûr qu'il y a une bombe qui va tomber là-bas. Tu es fou, bien quoi. C'est quand il y aura cessé le feu, là. Ou bien c'est quand ils vont trouver un deal. Les vrais dommages, on va regarder. C'est ce qu'on appelle en anglais aftermath. C'est-à-dire que l'après, on va tous voir les vrais dégâts qui ont eu lieu dans les pays du Golfe. Et l'Iran sait que l'Arabie Saoudite et le prince Ben Salman, c'est un trait. Ils savent très bien que le prince Ben Salman joue un rôle important. C'est pourquoi ils n'hésitent pas à frapper. Maintenant, ils ont dit qu'ils ont activé leur système de l'OTAN. Vous avez vu, les pays arabes ont activé leur système OTAN. C'est la seule chose au monde que l'Iran demande. Si un seul missile, un seul drone, un seul avion quitte l'un de ces pays-là pour aller en Iran, pour aller attaquer à la demande d'un gouvernement de ce pays, c'est-à-dire que si l'Arabie Saoudite s'amuse
a dit qu'il va attaquer l'Iran au nom de Dieu. Peut-être que nous autres là, notre affaire des mecs là, peut-être que ça dans 15 ans, 20 ans, on va aller faire le Hajj. Parce que quand ils vont finir l'Arabie Saoudite là, il n'y aura même pas place pour atterrir avion. Les gens, moi je vous jure sur tout ce que on a même moi je parle, vous n'avez, ça dit, vous ne pouvez même pas imaginer ce que l'Iran, c'est des millions de missiles. On nous dit 10 000 missiles, c'est des faux chiffres, c'est des millions de missiles qu'ils ont. Je ne dis pas des centaines de milliers, des millions de missiles qu'ils n'ont même pas encore utilisés. L'Iran a préparé cette guerre. Subhanallah. L'Iran a installé des systèmes de distribution de courant souterrains. On peut balayer l'énergie en haut. On peut détruire tout, mais le sous-sol va continuer à fonctionner. Parce qu'ils ont mis des systèmes que Dieu seul connaît. Ils ont des millions de missiles enfouis, Dieu seul sait où. Donc, faut pas croire que ça, là, que c'est fini. Attends, quand Trump sort, Trump dit, on les a affaiblis. Quand Trump dit ça, le lendemain, ils font frappe. Ils font une frappe de 6 heures de temps avec des missiles sans arrêt. Quelqu'un que tu as affaibli, il envoie les missiles balistiques pendant 6 heures de temps sans arrêt. Mais est-ce que vous savez que aujourd'hui en Israël, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à avoir le traumatisme. Beaucoup de gens ont commencé à avoir je sais pas, le bruit des détonations. Il y a plein de gens qui sont déjà, c'est-à-dire, tuer quelqu'un souvent c'est mieux même que la personne fasse des dépressions. Parce que quand elle fait des dépressions, c'est fini. Sa vie est finie, c'est détruit, il n'y a rien qu'on peut faire. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de fous en sursis en Israël. Beaucoup de fous. Des gens qui vont se suicider. Après cette guerre-là, vous allez voir le taux de suicide sera très élevé en Israël. Parce que les gens ne pourront pas supporter. Ce sont des pressions qu'ils ne pourront pas supporter. Mais même les réservistes sont en train de démissionner. Les gens sont en train de démissionner. Les gens refusent d'aller à la guerre. Vous savez, cette histoire de missiles à multiples, comment vous appelez ça là? Les missiles avec plusieurs têtes là. Mais quand ça tombe là, c'est pas joli. Attendez, voilà, ça tombe ici. Écoutez le bruit, vous allez voir. Sirens sounded across Tel Aviv, Beersheba, Haifa, and large stretches of northern and southern Israel simultaneously as the barrages arrived in overlapping waves. Hezbollah launched 2 separate rocket barrages from southern Lebanon into the Haifa area the same morning, timed to compound the pressure on Israel's air defense operators who were already tracking incoming fire from the east. The coordination was not subtle, and it was not accidental. What made this attack different from the preceding days of... Cette attaque, c'est une coordination entre le Hezbollah et les gardiens de la révolution de l'Iran. The conflict was the weapon Iran chose to deploy. The IRGC confirmed it had employed the Fatah series of hypersonic missiles in recent strike waves, including the Fatah 1 and the more advanced Fatah 2 hypersonic glide vehicle. These are not conventional ballistic missiles. A standard ballistic missile follows a predictable arc, climbs to its peak altitude, and descends on the trajectory that Israel's Arrow and David's Sea interceptor systems were specifically engineered to track and destroy. Ça, c'est l'aéroport qui est là. Ça, c'est l'aéroport qui est là, en feu. A hypersonic missile travels at speeds exceeding Mach 5, which... Vous savez, on aurait pu éviter ça. Je répète, on aurait pu éviter ça. L'Iran n'a pas demandé cette guerre. L'Iran n'a pas voulu de cette guerre. Et l'Iran ne veut pas de cette guerre. Mais puisque la guerre lui a été imposée, l'Iran fait cette guerre et l'Iran ne veut pas. C'est ce que l'Iran dit. Non, non, non.
On a fait des négociations avec vous. En pleine négociation, vous nous avez bombardés. Donc cette fois-ci, il n'y aura pas de négociation selon vos termes. C'est terminé. Trump a demandé le soutien de l'OTAN. L'OTAN a refusé. L'OTAN dit c'est pas notre guerre. Et Trump dit on n'a pas besoin de vous. Après, ils veulent impliquer, je crois, le G7. Le G7. Et puis ils ont demandé, je crois, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Mais tout le monde sait, s'il y a une résolution, ce sera bloqué par la Russie et la Chine. Mais qui a commencé cette guerre? C'est eux. Aujourd'hui, ils sont à court de munitions. Les Américains sont à court de munitions. Israël est à court de munitions. Donc, ils veulent un cessez-le-feu pour se réorganiser. C'est ce que l'Iran ne veut pas. Donc, l'Iran bombarde Israël à souhait et à volonté. Vu que pour le moment, parce que l'Iran ne réagit au pays du Golfe que quand une attaque vient directement de là-bas. Tant qu'il n'y a pas d'attaque qui vient de là-bas, l'Iran se concentre sur Israël. C'est quand l'Amérique attaque à partir de là-bas que l'Iran envoie le feu aussi là-bas. Et je crois qu'ils ont compris. Et alors, ils sont en train d'envoyer, d'après eux, 5 000 ou 10 000 Marines. Les Iraniens disent, c'est la prière qu'on a faite à Allah. Envoyez-nous les soldats sur terre. C'est tout ce qu'on souhaite. Envoyez-nous les soldats. C'est tout ce qu'on veut. Je vous jure que ce ne sera pas joli. Et c'est pas mon souhait. Mais s'ils font ça, le monde verra une façade de la guerre à laquelle elle n'a jamais assisté. Je répète. Le monde verra une façade de la guerre à laquelle elle n'a jamais assisté. Parce qu'ils savent que Trump est un menteur, il n'est pas sérieux. On dit gamble, c'est-à-dire il joue avec la vie des gens. Et Trump, moi je peux vous le dire, au début je doutais un peu, mais ça m'étonnerait que Trump ne soit pas tué cette année. Pas qu'il soit non, c'est pas un terroriste, c'est pas des terroristes, c'est pas des cellules dormantes, non, un Américain même. Ce serait étonnant qu'un Américain ne cherche pas à tuer Trump. Ils vont chercher à le tuer. Parce que ce qu'il fait subir aujourd'hui aux Américains, c'est inimaginable. Vous n'avez pas une idée. Ceux qui sont là-bas commencent à sentir un peu. Mais quand on va rentrer dans la deuxième semaine d'avril, nos parents qui sont là-bas, ils vont nous dire un autre son de cloche. On rentre dans la deuxième semaine d'avril, cette guerre n'est pas finie. Un Américain va se sacrifier. Parce que chez eux, là, ça n'a pas un problème. Il va se sacrifier et puis tenter de tuer Trump. Ça, je peux vous le garantir. Ils vont tenter de le tuer. Ce ne serait pas un Iranien ou un Arabe, mais je dis bien un Américain va tenter de tuer Trump. Parce que ce qu'il fait là, c'est pire que chose. Mais les gens se rendent compte, parce que quand vous l'écoutez, vous avez l'impression qu'il n'accorde aucune vie, aucune valeur, à la vie humaine. Il y a un parent d'un soldat tué, un ami d'un soldat tué, une connaissance d'un soldat tué, va vouloir se venger sur Trump. Parce qu'il utilise même les morts des soldats pour faire ce qu'on appelle en anglais fundraising, c'est-à-dire il fait des levées de fonds en utilisant la mort des soldats. Oui, il fait des levées de fonds en utilisant la mort des soldats. Mais les gens vont le tuer. Je ne serais pas étonné, ils sont me dit qu'on l'a tué ou si une balle l'a frôlé, il se paralysé à vie ou bien incapable de gouverner. Ça va arriver. Ça va arriver. Même si la guerre en Iran finit, les gens vont tenter de le tuer, ce monsieur-là. Et il y a beaucoup de... J'aime pas l'expression prophétie, mais il y a beaucoup de gens qui ont prophétisé que c'est pas évident qu'il termine son mandat. Plein de gens ont dit ça. Moi, c'est pas sur ça que je m'étais fondé, mais je l'avais dit en fonction de ce qui m'avait été révélé. Il dit, ce sera compliqué. Il finit cette année, c'est pas évident qu'il finisse son mandat. Alors, j'étais très heureux d'être en votre compagnie, mais on peut pas partir comme ça. D'abord, je voulais remercier, franchement, aujourd'hui, je rends toute la gloire à Dieu. À un moment donné,
mon compte a failli exploser parce que les commandes ont été vraiment énormes. Je voudrais dire merci à tous ceux qui nous font confiance. Alors, sous peu, tous ceux qui ont confirmé aujourd'hui, vous allez recevoir des notifications. Hein, et vos livraisons seront en cours. Voilà. Ceux qui n'ont pas encore reçu, une fois de plus, toutes nos excuses. On est en train de travailler durement là-dessus. J'ai même décidé de voir ceux qui n'ont pas encore reçu. Puisque j'ai mis en place un nouveau système qui va commencer à partir de demain. Un nouveau système de livraison qui sera plus rapide. Donc, en fonction de ça, on va essayer de voir comment on peut se rattraper. C'est très simple, hein. Si vous êtes intéressé par ce que nous faisons, c'est dire que c'est quoi. Dans un premier temps, tout le monde, on est en sursis quand on marche. La nourriture qu'on mange, la plupart de tout ce que nous mangeons, ça vient de l'extérieur. C'est produit comment on n'est pas là-bas. Avec quel intrant on a fait grandir nos plantes, on ne sait pas, mais on nous les envoie. Dans quelles conditions, on ne sait pas. Alors, ce que je propose dans un premier temps, c'est une prévention, ce que j'appelle la belle ivoirienne, la version préventive. La belle ivoirienne, je dis bien la belle ivoirienne, version préventive. La prévention, c'est sur un nombre assez élargi de pathologies. Diabète, hypertension, insuffisance rénale, pneumonie, cancer, prostate, tout ce que vous connaissez. Donc, ça fait une anticipation sur tout ça. Et surtout, souvent les gens se plaignent de ce que j'appelle, comment vous le dire, des douleurs au niveau du dos. Mais souvent, les douleurs sont liées à une constipation chronique. Il y a des gens, la constipation chronique, colopathie, migraine, c'est des choses qui sont très souvent liées. Mais les gens ne les associent pas. Donc, la colopathie, ou je m'arrête seulement à la constipation chronique. La constipation est la source d'une panoplie de pathologies. Souvent, vous ne faites pas attention. Mais quand vous êtes constipé, c'est pas joli. Et sur le plan sanitaire, c'est pas joli. Sur le plan santé, c'est pas bon. Donc, ce que nous, on propose à travers la belle ivoirienne, la version préventive, c'est de vous permettre d'avoir un système de décongestion normalisé qui vous permette d'aller correctement à la selle comme il le faut et puis vous retrouver et anticiper sur un certain nombre de pathologies, comme je l'ai dit. Ça, c'est la belle ivoirienne, la version préventive. Maintenant, la belle ivoirienne avec la version curative, il y a le traitement du cancer, la colopathie, la drépanocytose, l'arthrose, la pneumonie, la tuberculose, le VIH-Sida entre griffes, l'hernie discale, le diabète, l'hypertension, l'insuffisance rénale, l'hypertrophie de la prostate ou le cancer de la prostate. Et puis vous avez aussi, vraiment la liste est longue, on ne peut pas s'arrêter à 2 ou 3 listes, la liste elle est longue. On essaie de faire ce qu'on peut. Mais ce que je dis, je ne suis pas un magicien, je ne suis pas un charlatan. Mais ce qui est intéressant aussi, souvent, il y a des gens qui viennent et puis ils disent des choses. Bon, ils pensent que peut-être je fais là à peu près. Moi, je connais mon boulot. Je sais. Arrête-moi tes bêtises là! Donc, et puis essaie de. Oh, bon. J'ai dit non, arrête. Et quand tu commences à poser les questions, les gens disparaissent. J'ai l'expérience, j'ai la connaissance et je maîtrise mon sujet. Donc, évitez de vouloir me dire des choses qui ne tiennent pas la route. D'accord? Merci infiniment. Alors, c'est le 223 72 77 47 88 223 72 77 47 88 223. Une dernière fois, c'est le numéro 72 77 47 88. Donc, vous venez à nous. Je ne demande pas qu'on m'envoie des documents médicaux. Je ne demande pas qu'on m'envoie des tests ou des analyses. Je demande tout simplement qu'on m'envoie le diagnostic du médecin. Qu'est-ce que le médecin a dit?
Souvent, les gens ramassent tout ça. Je n'ai pas ordonné un examen. Je n'ai pas ordonné des analyses. Alors, pourquoi vous m'envoyez ça alors que c'est pas ce que j'ai demandé? Je demande juste qu'on me donne le diagnostic. Qu'est-ce que le médecin a dit quand vous avez fait vos analyses? Vous souffrez de quoi? C'est de ça qu'il est question. Et c'est en fonction de ça que j'essaie d'apporter ma modeste contribution. Donc c'est le 223 72 77 47 88. Par la grâce de Dieu, bon, on a quand même un taux de pourcentage de guérison assez conséquent, assez élevé. On rend toute la gloire à Dieu. Maintenant, le reste, c'est entre les mains de Dieu toujours. Voilà. Je ne prétends pas tout connaître, je ne prétends pas tout pouvoir traiter. Je fais le maximum de ce que je peux avec l'aide de Dieu. D'accord?